Bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous regardez cette nouvelle émission de Realize Note. Donc Realize Note, c'est une petite émission, format très court, du magazine Programmé. Donc le but, c'est de faire un petit débrief, les tendances et la roadmap des prochains mois. Alors pour cette troisième émission, on a le plaisir d'accueillir Édouard. Édouard, bonsoir à toi et merci d'être là avec nous. Bonsoir ou bonjour, peu importe, à toi François, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, merci de m'accueillir pour ce troisième numéro. J'espère que ça va vous plaire. Oui, écoute, il n'y a pas de raison. Alors, on va faire un petit débrief ensemble. On va parler un petit peu de Flutter. Alors, on rappelle que tu es développeur Flutter comme à la base. Ouais, exactement. Donc, je suis freelance. Du moins, initialement, j'avais fait de l'Android, mais maintenant, je fais quasiment plus que du Flutter. Et j'essaye aussi de m'occuper un peu de la communauté francophone, on va dire, autour de Flutter. Donc, voilà. Oui, parce que si ma mémoire est bonne, tu as un meet-up. Voilà, donc j'ai le meet-up à Paris, mais bon, on va dire qu'avec tout ce qui est Covid et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, ça s'est un peu transformé en France, du moins voilà, beaucoup plus généraliste, et ça se passe sur YouTube à la place, en attendant que les conditions s'améliorent. Voilà, on espère que ça arrivera un jour. Bon, très bien. Alors, Flutter, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle en quelques mots, mais c'est Edouard qui en parlera bien mieux que moi. Donc, c'est une techno originaire des contrées de Google et qui permet un petit peu de faire du multiplateforme. Alors, initialement, plus des apps mobiles, Android et côté iOS, iPhone. Mais par nature, en fait, Flutter, il est cross-platform, c'est-à-dire qu'on a du mobile, on a maintenant une bonne visibilité sur le desktop et le web. Alors, ce qui est intéressant, et je pense que tu ne me contreras pas, aujourd'hui, Flutter apparaît quand même comme la grande techno multiplateforme la plus en vogue, je dirais. Alors, on a eu, il y a quelques années, effectivement, Xamarin, donc ex-projet Mono, pour ceux qui s'en rappellent, racheté par Microsoft. Xamarin qui va disparaître avec .NET 6 et le projet MAUI qui va sortir au printemps. On a eu d'autres technos comme du Cordova, qui est mort et enterré aujourd'hui ou quasiment. On a eu PhoneGap, pareil, qui a suivi exactement la même chose. On a des frameworks, effectivement, JS qui permettent, alors plus ou moins étendu, ce code plateforme. Et dans le côté natif, on a effectivement Qt, donc, mais là, c'est vraiment que du C++. Alors, comment toi, tu perçois un petit peu les choses ? Alors, en fait, déjà, je pense que Flutter est arrivé à un bon moment où on s'est dit, où en fait, c'est le moment où les entreprises se sont dit, finalement, typiquement Android, iOS, au plus ça va, au plus les applications se ressemblent, et le besoin de faire du multiplateforme est encore plus pertinent qu'auparavant. Et donc, en fait, ils sont un peu arrivés à ce moment-là. Et l'idée, finalement, quand on arrive le dernier, c'est aussi de se dire, on va essayer de prendre que le meilleur des autres et de ne pas commettre les erreurs des autres. Et donc, dans les technos que tu as citées, en soi, elles ne sont pas mauvaises, mais disons que le recul que Flutter a pu prendre sur ces technos-là fait qu'il y a... aujourd'hui, pour les développeurs, c'est plus agréable, alors je caricature un peu, de développer sur Flutter, justement grâce à ce retour d'expérience, tout simplement, qu'ils ont eu. Donc, essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'il y avait dans les autres frameworks, même si je les dénigre absolument pas, chacun ayant ses forces et ses faiblesses, et même Flutter, en tant que tel, n'est pas parfait non plus. Mais disons que c'est un excellent compromis, on va dire. Alors, ce qui est aussi intéressant, quand on parle de Flutter, donc on a la partie purement interface, qui est elle aussi cross-platform. Et comme toujours dans un contexte cross-platform, il y a des adaptations quand même à faire à ce niveau-là. On a la partie code fonctionnel, code logique, évidemment, en Dart. Alors, comment toi, tu présenterais effectivement un projet de type multiplateforme ? Est-ce qu'on est dans les autres approches ? Donc, on partage un maximum le code Dart,
et après on fait des adaptations au niveau de l'interface, ou c'est vraiment un ensemble qui est vraiment bien packagé? Alors moi, je pense que j'irais plutôt sur ta deuxième proposition. C'est en fait le tout est bien packagé parce que en fait, ce qu'il faut savoir donc Dart, le langage qu'on utilise pour faire du Flutter, c'est un langage que Google avait sorti dans les années 2010 et au début c'était fait pour du web. Et le problème, pour la faire simple, hein, ça a fail complètement pour de multiples raisons. Typiquement, ça a fail parce qu'au début, ça nécessitait une machine virtuelle. Et en gros, vu que c'était pour du web, bah, Chrome a mis cette machine virtuelle et tous les autres navigateurs ont dit allez vous faire voir. Et donc, ce langage qui était en train de mourir, en fait, ils l'ont un peu dédié maintenant à Flutter. Et finalement, on a un langage qui est vraiment en relation avec Flutter. Donc les deux vont ensemble. Et de par l'historique de Dart, parce qu'en gros, ils ont essayé plein de choses pour essayer de maintenir en vie ce langage, ben, aujourd'hui, ça en fait un très bon langage multiplateforme, parce que, à la limite, si on met de côté Flutter, Dart par lui-même, il a en termes de sortie, donc en output, ce qu'il peut générer, il y a plusieurs choses. Donc, soit un binaire qui est optimisé en amont, et donc ça, c'est utilisé par exemple sur Android ou sur iOS. Du Dart, on peut en faire du JavaScript, et donc ça, bah, typiquement, Flutter, il sait faire du web grâce à ce mécanisme-là. Flutter, il peut être aussi compilé en natif, un peu comme ce serait du C ou du C++. Et donc ça, bah, c'est utilisé sur Windows, Mac et Linux. Donc en fait, et on peut faire de la ligne de commande, on peut faire plein d'autres choses aussi. Et donc finalement, Dart en tant que tel, si on enlevait Flutter, bah, à lui seul, il est déjà multiplateforme, ne serait-ce que par ce qu'il est capable de générer en termes de code. Et donc après, dans quel cadre on l'utilise? Ben, ça peut être du Flutter, mais ça peut être, je ne sais pas, un serveur web. Bon, après, il y a très peu de gens qui l'utilisent pour du serveur web, mais potentiellement, ça pourrait être le cas. D'accord. Et en fait, ça se passe comment quand on veut faire du mobile, quand on veut faire aussi la partie desktop? Est-ce qu'on le déclare dès le départ, quand on initie le projet, ou est-ce qu'on est capable de rattraper effectivement, mettons que je commence par du mobile, mais que je me dis, bah tiens, j'ai des clients où j'aurais bien étendre vers le desktop, est-ce que je suis capable, après coup, de rattraper? Alors là-dessus, il y a deux réponses. Donc, en tant que tel, lorsqu'on crée un projet Flutter ou Dart même, on indique sur quelle plateforme on veut le faire tourner. Mais ensuite, on peut rajouter des plateformes si elles manquent. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait même pas Flutter Web, ça n'existait même pas. Du jour au lendemain, j'ai pu ajouter le web. Donc, il y a cette première possibilité-là qui fait dire qu'un projet, voilà, il peut tout à fait évoluer dans le temps. Ensuite, il y a aussi, par rapport au fait qu'il peut y avoir un projet existant, là-dessus, il y a deux manières de voir les choses. Soit quand on commence à faire du Flutter, on se dit, bon, maintenant, toute mon application, 100%, c'est que du Flutter. Soit il y a des personnes qui se disent, bon, peut-être que je vais y aller étape par étape. Et donc, dans ce cas-là, il y a une fonctionnalité que Google, parce que c'est Google qui est derrière Flutter, appelle Add to App. Et le principe, c'est de se dire, par exemple, j'ai une application Android et je vais coder certains écrans en Flutter. Donc, on a la possibilité, finalement, d'avoir les deux côte à côte. Par contre, ça marche assez bien sur le mobile. Sur le web, ils vont l'améliorer. Et alors, sur le desktop, j'avoue ne jamais avoir testé. Mais bon, je ne sais pas s'il y a grand monde qui a envie de faire ça. Je pense que sur le desktop, il faudrait mieux commencer de zéro. Alors, on a eu quand même deux grandes étapes depuis un an avec Flutter. Donc la 2.x qui est sortie il y a à peu près un an maintenant. Il y a quelques semaines, Flutter qui annonce très officiellement cette fois la partie desktop et notamment Windows. Est-ce que pour toi, c'est vraiment deux étapes importantes pour toi? Alors oui, donc le passage à 2.x, si je devais caricaturer,
c'est un peu à ce moment-là où, Google dit, voilà, ouais, je parle de Flutter 2.x, hein, parce qu'il faut faire attention, il y a des versions de Dart qui sont 2. quelque Oui. chose, et Ouais. c'est 2 lignes différentes. Mais Flutter 2.x, en gros, c'est l'arrivée du web. Et donc là, très récemment, ensuite, c'est l'arrivée de Windows en tant que version stable. Donc ce qu'il fallait savoir, c'est que jusqu'à présent, par exemple, et c'est d'ailleurs toujours le cas, macOS et Linux existaient, mais n'étaient pas qualifiés de stable. Ouais. Donc voilà, c'est au final, comme tu le dis, 2 grandes étapes vis-à-vis, alors du grand public, c'est quand même du grand public en termes de développement, on va dire, des faits marquants parce que ça fait venir des gens. Ouais. Mais pour moi, je rajouterais quand même une étape intermédiaire. Alors là, de tête, je me souviens plus exactement de la version. C'était il y a 2 ou 3 versions par rapport au moment là où on enregistre. Mais c'était le support du null safety qui est arrivé sur Dart. Alors, ça a apporté beaucoup de mal de tête parfois pour faire la migration. Mais l'idée, c'est que désormais, Dart, c'est un langage, du moment qu'il fait de l'Android comme Kotlin, où on va devoir déclarer telle variable peut être ou non nulle, ce qui aussi permet d'éviter pas mal de bugs. Et donc, je pense qu'il y a un peu ces 3 grands moments qui permettent, et on ne va pas se cacher, Google, ils aiment bien faire ça, un peu de la com de temps en temps. Et typiquement, voilà, je pense que c'est les 3 principaux au cours des derniers mois, on va dire. Ouais. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a 6-7 mois, il y a eu effectivement les gens de Canonical qui avaient dit qu'ils allaient inclure par défaut Flutter et qu'un certain nombre de logiciels seraient par défaut en Flutter sous leur distribution Linux. Ouais, et c'est déjà le cas en fait. Sur la dernière version du mois d'octobre, si je me souviens bien, par exemple, l'installateur, donc autant dire que c'est l'élément le principal, il a été entièrement réécrit en Flutter. Et là, il bosse aussi sur un petit outil qui permet de mettre à jour les firmware du matériel. Et lui aussi est en train de basculer en Flutter. Mais voilà, d'une manière générale, Canonical, donc la boîte derrière Ubuntu, ils ont annoncé maintenant tous nos développements d'applications seront faits en Flutter. Et c'est eux qui... ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que Flutter, c'est un projet open source. Donc Google, c'est eux qui sont, on va dire, à 80% derrière le projet. Mais sur la partie Linux, en gros, c'est Canonical qui est derrière. Donc, autant dire que... c'est du lourd derrière. Voilà, je vois presque pas qui de mieux que pourrait être derrière. Donc, là-dessus, très souvent, les gens... Éventuellement un Red Hat, éventuellement, mais bon. Oui, bon, voilà. Mais non, en fait, une des critiques qu'on fait très souvent avec Flutter, c'est que Google a un peu l'habitude de tuer ses projets Stadia, des choses comme ça. C'est entièrement faux. Voilà, ce qui n'est pas très faux. Là, on l'a vu récemment avec Currents, qui était Google+, le revival de Revival. Mais bon, bref. Mais donc là, le fait d'avoir des acteurs extérieurs comme Canonical, et Canonical, il ne va pas se lancer dans un projet pour l'abandonner, très clairement. Donc, c'est rassurant. C'est vraiment rassurant là-dessus. Alors, moi, je pense que là où il y a une faiblesse encore au niveau des supports des plateformes, c'est sur les processeurs ARM. Il y a du boulot encore à faire. Sur les M1, le support n'est pas vraiment encore optimal. Et ça, tu penses que c'est encore un gros chantier encore à venir? Alors là-dessus, ça s'est quand même pas mal amélioré. Parce qu'il y a encore pas très longtemps, c'était pas le cas. Mais après, voilà, le problème, c'est que quand on fait du Flutter et donc il y a un processeur M1 en jeu, voilà, est-ce que le problème, c'est au niveau de Dart? Est-ce que le problème, c'est au niveau, par exemple, d'Android? En fait, il y a des problèmes à plusieurs niveaux, potentiellement. Au niveau d'Android, je pense que c'est à peu près corrigé, où en fait, maintenant, Google fournit des images optimisées pour ces processeurs-là.
Donc là-dessus, ça passe. Et côté Flutter et Dart, Dart peut bien compiler sur du M1 de manière tout à fait optimum, mais il y a encore 2-3 bugs qui persistent. Je sais que, par exemple, il y a une petite manip qui consiste, si l'autocomplétion, en fait, elle est lente et que vous avez un M1, en fait, il y a une petite manip à faire et tout à coup, ça devient super rapide. Chose qu'il n'y a pas besoin de faire là sur un Intel ou quoi que ce soit. Ouais. Donc voilà, il y a encore 2-3 petits trucs, mais on va dire que le plus gros quand même est fait là-dessus. Ils ont corrigé le plus gros. Alors, on peut aussi rappeler qu'une des caractéristiques quand même de Flutter, c'est qu'on passe beaucoup de choses aussi en CLI et que notre meilleur ami qu'on développe sur Flutter, bah, c'est le Flutter Doctor à la base. Hein. Oui, pour avoir, quand on a ce genre de problème-là, ça nous permet de les lister. Après, dans tout ce qui est optimisation et tout ça, là, pour le coup, on va plus le retrouver sur le GitHub de Flutter, vu que tout est open source, en fait, dans les pull requests, dans les issues, très souvent, en fait, on va retrouver des réponses là-dedans. D'accord. D'accord. Alors, tu parlais un petit peu de Kotlin. Alors, ce qui est très amusant, c'est que les équipes de JetBrains, donc, ils ont annoncé il y a quelques mois Kotlin multiplateforme. Alors, moi, j'avoue que je suis un petit peu hésitant. Je dis pourquoi pas, effectivement, mais est-ce que Flutter n'a déjà pas assez pris d'avance? Est-ce que c'est pas rajouter une solution de plus avec un avenir plus ou moins certain? Je sais pas si tu as un avis toi dessus. Bah, je suis relativement d'accord avec toi sur le fait que pourquoi est-ce qu'ils ont encore sorti, on va dire la même chose mais en différent, parce que c'est un peu comme ça que c'est vendu, et il y a la même chose aussi avec Jetpack Compose, qui est en fait un peu le Swift UI d'Android, si je caricature. Et donc en fait, on se retrouve un peu très souvent chez Google avec des outils qui font la même chose, ou à peu près en caricaturant, et c'est compliqué de comprendre là où on veut en venir. Alors moi, je me souviens que pour un meet-up, on avait fait un essai, et depuis, il y a pas mal d'autres gens qui s'y sont mis aussi, de se dire, on fait la partie métier en Kotlin, parce que potentiellement, il y a peut-être même plus de compétences en interne qui savent faire du Kotlin, et ensuite, on fait le front en Flutter. Il y a des gens qui font ça. Après, Dart, comme on l'a dit tout à l'heure, Dart, c'est aussi un langage multiplateforme. Donc, se dire que la couche métier, on la met de côté et on la fait entièrement en Dart, ça marche tout autant. Donc, en fait, Kotlin versus Dart, on aurait pu aussi mettre... disons que Kotlin multiplateforme, pour moi, c'est comme si aujourd'hui, on se disait « Ah, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du C pour faire une couche métier ?» Pourquoi pas? Oui, aussi, oui. Mais voilà, mais est-ce que l'intérêt, c'est de multiplier les langages? Voilà, quel est le véritable intérêt de multiplier les langages? Et là-dessus, pour moi, la réponse, c'est plutôt quelles sont les compétences qu'il y a en interne dans une boîte, en fait. C'est plutôt ça qui va déterminer le truc. Mais voilà, sinon, on est clairement dans le dilemme de Google. Il y a plusieurs choses qui font la même chose, et d'un point de vue extérieur, et quand on doit commencer quelque chose, la question c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Et il n'y a pas vraiment de réponse, quoi. C'est ça qui est embêtant. Ok. Et même en interne, en fait, en interne chez Google, c'est un projet va utiliser ce truc-là, un autre projet va utiliser un autre. Voilà, c'est un peu guéguerre, faut pas chercher. Ok, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci à tout le monde de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission de Release Note. Édouard, un grand merci à toi et puis à très bientôt. Merci à tous et merci à toi François. À la prochaine.